Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Une des questions que pose l'actualité ce matin, c'est la situation au Proche-Orient. Est-ce que le Proche-Orient va rentrer dans une guerre régionale entre Israël, le Liban et puis évidemment l'Iran? Nous allons tout de suite poser la question à Frédéric Ancel, mais auparavant, je suis obligé de revenir à l'actualité ici, celle des sabotages contre la SNCF, contre les lignes à grande vitesse qui ont lieu vendredi, avec un dernier élément. Vous savez que pendant le week-end, un mail venant sans doute de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche violente, radicale, a revendiqué et soutenu en tout cas ces sabotages à la SNCF. Eh bien, on vient d'apprendre ce matin, à l'instant même, qu'un militant de cette mouvance ultra-gauche française a été interpellé hier sur un site de la SNCF. C'est à Oissel, en Seine-Maritime. On n'est pas très loin de Rouen. C'est ce qu'on a appris, en tout cas, de sources policières. Un homme qui avait dans son véhicule des clés d'accès à des locaux techniques de la SNCF, des pinces coupantes, un jeu de clés universelles notamment, qui permet d'entrer dans les sites de la SNCF. Et je vous le disais un petit peu plus tôt, on a appris dans la matinée que des sabotages nocturnes touchant les réseaux de fibre optique de plusieurs opérateurs français, notamment Free et SFR, ont été commis dans la nuit de dimanche à lundi. Là encore, ce sont des sources policières, plutôt du côté de Montpellier. On y reviendra avec nos 4 débatteurs tout à l'heure. Est-ce qu'il faut, c'est la question que je leur poserai, est-ce qu'il faut interdire ces groupes d'ultra-gauche qui aujourd'hui revendiquent clairement des actions de sabotage? Mais revenons au Proche-Orient d'abord avec vous, Frédéric Ancel. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un grand expert de la problématique géopolitique du Proche-Orient. On est aujourd'hui, après cet attentat, cette attaque du Hezbollah, sans doute contre 12 enfants druzes qui ont été assassinés pendant le week-end. On est, dit-on, en tout cas, on se pose la question au bord de l'embrasement du Proche-Orient. Pourquoi dit-on cela? Quelle est la véritable menace selon vous aujourd'hui? Est-ce que Israël va envoyer son armée vers le nord, c'est-à-dire à la frontière avec le Liban, pour attaquer le Hezbollah? Alors, d'abord l'embrasement, il est là depuis le 8 octobre, puisque le Hezbollah prétendument en soutien aux Palestiniens, dont il n'a que faire par ailleurs. Mais après le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre en Israël, le Hezbollah, depuis donc le 8 octobre, maintient ce qu'on appelle une guerre de basse intensité contre Israël. Donc de toute façon, l'embrasement, il est là. Maintenant, je pense que ce qui sous-tend votre question, c'est un embrasement beaucoup plus important, qualitativement et quantitativement. C'est-à-dire qu'on pouvait peut-être penser que l'action menée par l'armée israélienne avait réduit les combattants du Hezbollah et qu'au fond, on descendait en tension, si j'ose dire, même si c'est ce qui se passe là-bas, et notamment pour les civils à Gaza, est dramatique, est une catastrophe. Maintenant, c'était pour ça qu'on parlait peut-être de réduction de tension et à nouveau d'embrasement, mais vous avez raison, peut-être que les termes ne sont pas les bons. Alors, je vous dirais que le Hezbollah paye un prix très important de cette guerre de basse intensité menée par Israël, puisque Israël, depuis le 8 octobre, à sa frontière nord, a perdu une vingtaine de militaires et de civils, et que le Hezbollah revendique un petit peu moins de 400 pertes. En réalité, c'est beaucoup plus que ça, sans compter les pertes matérielles extrêmement importantes, et sans compter les pertes financières, puisque à chaque fois qu'un shahid, donc un prétendu martyr du Hezbollah, tombe, eh bien, sa famille est financée grassement pendant très longtemps par le Hezbollah. Et si vous voulez, tout a une limite. Et de ce point de vue-là, effectivement, je vous rejoins, le Hezbollah a pris des coups extrêmement durs. Sauf que, comme disait Sénèque au 1er siècle, celui qui méprise sa propre vie dispose de la tienne. C'est-à-dire que la notion même de shahid chez le Hezbollah, dirigée par des fanatiques, mais pas par des imbéciles, je pense qu'on va y revenir en termes de rapport de force, cette notion de shahid permet en fait au Hezbollah de maintenir en quelque sorte, moralement, j'allais dire, un très haut niveau de tension sur la base d'une forme d'héroïsme fantasmé, etc. Donc si vous voulez, je résume, c'est pas parce que le Hezbollah a pris des coups extrêmement durs face à Israël qu'il est, alors il est affaibli sur le terrain, c'est vrai, mais c'est pas pour cela qu'il l'est définitivement. On rappelle la carte, le Hamas, Gaza, c'est le sud-ouest en dessous donc d'Israël. Le Hezbollah sont des milices pro-iraniennes, chiites, qui elles sont au sud du Liban, c'est-à-dire au nord d'Israël, tout à fait au nord d'Israël. Ça, c'est pour remettre le contexte. Et donc, dans un
moment où peut-être le Hamas a perdu des combattants à Gaza, ce que je voulais dire, le Hezbollah, lui, mène des attaques, mais certains considèrent qu'au fond, il le fait sous la pression de l'Iran, qui exige de lui, qui lui donne de l'ordre de le faire, alors que peut-être il redoute l'arrivée de la frappe éventuelle de l'armée israélienne qui entrerait sur ses bases et qui mènerait la guerre au sud du Liban. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Ancel? C'est très exactement cela. C'est pour ça que je parle souvent d'instrumentalisation du Hezbollah par l'Iran. D'ailleurs, ça va au-delà de ça, parce que le Hezbollah a été créé par la République islamique d'Iran en 82, ex nihilo, de toutes pièces. Bon. Et depuis, il lui est totalement inféodé, à la fois sur le plan politique, militaire, financier et spirituel. Et de ce point de vue-là, effectivement, le Hezbollah prend des coups très durs, l'Iran pas du tout, et donc ça lui coûte effectivement cher, et une partie de la population, une grande partie de la population libanaise, non seulement en a assez de cette vampirisation de l'État libanais et des autres communautés par le Hezbollah, et d'autre part, on est effectivement sur une instrumentalisation, mais cette fois de la cause palestinienne, par le Hezbollah, qui n'en a que faire. Je rappelle que le Hezbollah, mais vous l'avez bien rappelé vous-même, ce sont des chiites. Les Palestiniens sont sunnites. Et le Hezbollah joue sur la cause palestinienne, en réalité, pour se maintenir au Liban, pour se maintenir en Syrie et pour maintenir le pouvoir de Bachar el-Assad, ne l'oublions pas, et pour servir l'Iran. Bon, mais alors, deux questions. Est-ce que vous pensez que cette guerre va se déclencher, au fond, entre Israël et le Liban? Et tout de même, une deuxième question, est-ce que ça n'arrange pas les deux principaux protagonistes que sont les Iraniens, les mollahs, et Netanyahou, le Premier ministre israélien, d'autre part? Lui, parce qu'il se maintient au pouvoir alors qu'il est très contesté en Israël, et eux, parce que pendant ce temps-là, ils voient la guerre continuer à affaiblir Israël, les mollahs. Eh bien oui, je vais vous répondre oui. Alors oui à la deuxième question, non à la première. La première, c'est le risque d'embrassement régional majeur. Je n'y ai jamais cru, je n'y crois pas, parce que chacun des deux belligérants y perdrait beaucoup. Alors c'est pas parce qu'on y perd beaucoup qu'on ne fait pas la guerre. Sauf que là, effectivement, dans une guerre de basse intensité, même si chacun des deux camps prend des coups très durs, au fond, ça reste en deçà d'un seuil de supportabilité à peu près, je dis bien à peu près correct pour les deux belligérants. Maintenant, donc je ne crois pas à l'embrasement régional. En réalité, personne ne le veut. Maintenant, sur le maintien de cette tension extrêmement forte et grave, oui, effectivement, la République islamique à usage interne, à usage interne, je veux dire non seulement de l'Iran, mais du monde musulman, et notamment du monde chiite, peut dire, regardez, nous sommes sur l'ensemble de la planète les derniers, nous, Iraniens et nos alliés, à combattre l'entité sioniste, petit Satan, grand Satan, etc. Bon. Ouais. Et ça renforce un pouvoir dont on a vu qu'il était extrêmement fragilisé en interne. Et puis de l'autre côté, Netanyahou ne tient effectivement que par une coalition qu'il a d'ailleurs bâtie lui-même, il y a presque 2 ans de cela, avec une extrême droite irresponsable, fascistoïde pour un certain nombre de ses ministres, et effectivement, il ne peut tenir aujourd'hui face à une opposition extrêmement importante dans les sondages, dans les rues, on le voit tous les jours, ou en tout cas chaque semaine dans les rues de Tel Aviv, dans les sondages, etc. Il ne peut tenir que qu'en jouant en quelque sorte le bouclier de la nation. Oui, mais alors, une question à propos de Netanyahou, le Premier ministre israélien, une de ses répliques à cette attaque et cet assassinat des 12 enfants druzes à partir du Golan, ça a été d'annuler le transfert de centaines d'enfants gazaouis blessés vers des hôpitaux du Golfe. C'est quand même, pardon, mais c'est d'une mesquinerie absolue dans un contexte... Enfin, qu'est-ce que vous inspire cette réaction? C'est voué aussi à voir Israël condamné aussi. C'est moralement mesquin, j'assume totalement votre terme. C'est pire. C'est politiquement, c'est bien sûr, c'est politiquement stupide. Et 3, c'est intrapolitiquement nécessaire, parce que sinon, son extrême droite, et notamment les ministres Ben Gvir et Smotrich, au sein de sa coalition, alors oui, c'est ça. Absolument. Sont capables de quitter cette coalition, quitte à la faire renverser au profit du centre et de la gauche. Vous savez, c'est toujours pareil avec les extrémistes réellement fanatiques. À la fin des fins, ils jouent la politique du pire. Donc, c'est les 3 à la fois. Donc là-dessus, vous avez raison. Et en bon connaisseur du Proche-Orient, vous avez bien fait de rappeler que les gamins qui ont été abattus par les roquettes du Hezbollah sont des druzes. Or, je voudrais vraiment... Oui, une des communautés religieuses issues de l'islam qui figurent dans la nation israélienne. Juifs, musulmans, chrétiens et druzes.
Absolument. Et les Druzes d'Israël, qui sont environ 150 000, alors c'est peu, mais donnent parmi les meilleurs soldats d'élite à l'armée israélienne. Et les Druzes du Golan, le Golan appartenait à la Syrie jusqu'en 67 et a été conquis en 67 pendant la guerre des 6 jours et annexé en 81 par Israël. Et les 25 000 Druzes du Golan, jusqu'à présent, ils étaient genre entre deux identités. Ils redoutaient le retour à la férule de Bachar el-Assad, donc ils ne voulaient pas montrer qu'ils étaient trop coopérants avec Israël, et en même temps ils étaient attirés par le modèle démocratique israélien. Ouais. Mais avec ce genre de coup de force catastrophique, on a vu ces 2 derniers jours, et croyez-moi, je suis en contact permanent avec les Druzes de toute la région, moi qui d'ailleurs ai fait soutenir une thèse de doctorat consacrée à la nation druze en décembre dernier. Donc là-dessus, je suis un petit peu dans le... Je peux vous dire vous connaissez cette communauté israélienne. Oui, mais non seulement d'Israël, mais ne l'oublions pas, les Druzes du Liban, qui sont quand même et qui sont 200 à 300 000 et qui jouxtent la zone du Hezbollah au sud-Liban. Et puis, les Druzes de Syrie qui sont environ 500 000. Aujourd'hui, vous avez une hargne et une volonté de riposte, voire de vengeance contre le Hezbollah, d'une grande partie de l'ensemble des Druzes. Or, je le dis d'un seul mot, j'insiste là-dessus. Les Druzes du Liban, eux, qui habitent le Chouf, donc qui est un massif montagneux, juste à côté, à proximité immédiate, un tout petit pays. De la frontière, bien sûr. Non seulement de la frontière, mais du grand quartier général du Hezbollah, ne vont certainement pas rester l'arme au pied. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Netanyahou, qui est un roublard politique absolu, qui le sait parfaitement, a écourté son voyage aux États-Unis. Écoutez, un Premier ministre qui écourte une visite officielle aux États-Unis, je vais vous dire, c'est rare. Il faut vraiment que les circonstances soient absolument tragiques. À cet égard, une dernière question, Frédéric Ancel, si vous pouvez répondre assez rapidement. Est-ce qu'Israël, qui est tout de même affaibli depuis le 7 octobre, peut tenir, et combien de temps peut tenir encore Israël, qui n'a pas démobilisé ses régiments qui sont rentrés de Gaza ? Alors, Israël peut tenir longtemps à condition d'un soutien économique et financier américain. Des États-Unis. Voilà, qui jusqu'à maintenant, pour l'essentiel, ne s'est pas démenti. Oui, merci infiniment, géopolitologue Frédéric Ancel, d'avoir été avec nous pour nous analyser ce matin la situation au Proche-Orient. Et dans une certaine mesure, on l'a compris, vous nous avez relativement rassurés au regard de cette question. Le Proche-Orient va-t-il s'embraser dans une guerre régionale? Vous nous avez dit que vous n'y croyez pas. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Alors,